Justin, au pays des Orishas, en fait, raconte l'arrivée au Brésil, à Rio de Janeiro, d'un jeune Québécois de 13 ans, Justin, qui vient y retrouver son père, qui, lui, est consul du Canada dans la ville. Et donc, on va avec lui finalement découvrir un nouveau pays, une nouvelle ville, un nouvel environnement. Il va rencontrer de nouveaux amis, une nouvelle façon de penser, de voir les choses, etc. Et c'est ce qui en fait m'intéresse dans le sujet parce que je crois que très souvent on a besoin d'être loin de chez soi pour mieux se définir, pour savoir exactement qui on est. Parce qu'on a besoin de se confronter à une autre culture, un autre mode de vie, un autre mode de pensée, pour finalement comprendre ce qui, dans notre culture, nous est vraiment très important et ce qui est finalement accessoire. Et donc, construire une véritable individualité au milieu de cultures un peu différentes et un peu mouvantes. Et donc ce livre, ce roman en fait, est aussi le premier tome de ce qui devient ensuite une série, Rio-Québec, qui va en fait suivre Justin, les gens qu'il va rencontrer, ses amis, tout au long de son séjour à Rio de Janeiro. Et donc voilà, c'est l'idée d'avoir à la fois des romans unitaires, parce que toutes les histoires sont fermées sur elles-mêmes, et puis certains thèmes qui vont pouvoir être développés sur la durée, tout au long des 6 tomes de la série, qui vont couvrir un peu tout le séjour de Justin au Brésil. Et pourquoi avoir choisi ces deux cultures, alors celle du canadienne, du Québec plus particulièrement, et celle du Brésil? Le Brésil, c'est sans doute le premier pays étranger qui m'a fait rêver quand j'étais enfant, à cause de tous les clichés brésiliens. C'était le foot, c'était le carnaval, c'était le paysage de Rio. Et puis j'ai pu y aller une première fois alors que j'avais 19-20 ans. Et on s'aperçoit quand même finalement, très souvent les clichés sont vrais. Donc ce sont des clichés, mais c'est un cliché de dire que Rio est une ville absolument somptueuse, mais c'est effectivement une ville somptueuse. Et comme on vit vraiment à une époque où il devient très difficile d'aller pour la première fois dans un endroit sans l'avoir déjà vu en images, en avoir entendu parler, Rio fait partie quand même de ces rares endroits qui finalement à l'arrivée déçoivent pas. C'est encore au moins aussi bien que sur les photos, et sans doute même peut-être mieux. Et après cette première visite au Brésil, en fait, j'ai eu l'occasion d'y revenir comme coopérant, pas au consulat de France à Rio, mais au consulat de France à São Paulo, en fait, au poste d'expansion économique. Et puis ensuite, tout au long des ans, bon, avec quand même parfois des arrêts assez longs, je suis revenu assez régulièrement au Brésil. Donc la relation avec le pays se poursuit. Quant au Québec, en fait, c'est une histoire finalement plus récente. Maintenant, j'ai la nationalité canadienne aussi, mais je suis allé au Québec pour la première fois au début des années 2000 en fait. J'avais des amis français qui avaient décidé de s'installer là-bas. Ils m'ont dit que c'était plutôt sympathique, donc je suis allé voir pendant 2 semaines à Montréal et puis en me promenant un peu dans le reste de la province. Je trouvais que c'était sympathique aussi, et donc finalement, bon, je me suis dit ok, installons-nous là-bas. Donc je me suis installé à Montréal. Et c'est pour ça qu'en fait, l'autre, disons l'autre culture, c'est la culture québécoise plus que la culture française, et que finalement, par certains côtés, ça fonctionne encore mieux parce qu'elles sont, disons, superficiellement totalement antinomiques. Je veux dire, il n'y a rien de plus agréable que de quitter Montréal un jour de janvier alors qu'il fait -20 ou -30 degrés, et d'être le soir en train de boire une caipirinha sur Copacabana en short et en t-shirt à 23 heures. Et en même temps, il y a des choses qui se ressemblent parce que les deux sont des pays jeunes, les deux sont des pays fédéraux, contrairement à la France, donc qui ont finalement une approche politique pas si différente. Et c'est aussi des pays dont on dit toujours qu'ils sont des pays d'avenir, et on va voir s'ils vont le devenir un jour ou l'autre. Voilà. Alors pourquoi les orishas? Alors en fait, les orishas, c'est le nom des divinités des cultes afro-brésiliens, du candomblé en général. Ça m'intéressait d'introduire un peu de paranormal dans ces histoires, même si c'est en fait, peut-être pas pour le banaliser, mais pour le présenter comme une chose finalement de tous les jours. Il y a pour une partie de la population, le candomblé, les orishas sont des choses aussi naturelles pour nous que peut-être
la psychanalyse. Ça nous paraît totalement délirant de penser qu'on puisse être possédé par une divinité, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer, si on croit à la psychanalyse, que l'inconscient est une forme de divinité qui nous possède nous aussi? Est-ce qu'on ne s'est pas toujours posé la question un jour, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Pourquoi je me comporte comme ça? Je ne suis pas moi-même. C'est des expressions, et finalement, dans ces cultes afro-brésiliens, ces cultes de possession, sont des façons de parler que l'on prend véritablement au pied de la lettre. Et ça m'intéressait de voir que finalement, si on peut avoir un point de vue assez rationnel sur ces choses en apparence irrationnelles, et de la même façon avoir un regard un peu paranormal sur ce qui nous paraît très rationnel. Et c'est essayer de relativiser un peu ce qui au départ paraît un précipice entre deux cultures et deux approches tellement différentes, et voir que finalement, bon, c'est peut-être deux modes un peu différents de prendre en charge les mêmes problèmes, et que ces rituels de possession peuvent être aussi un instrument d'aide à la santé mentale.